Bonjour, je suis Sébastien Robert, photographe pro depuis 22 ans. Bienvenue ici à Cirque Photo Vidéo. Je vous présente au cours de cette masterclass la gamme Z de chez Nikon. Aujourd'hui, nous allons parler macrophotographie, nous allons parler objectifs, nous allons parler technique. Bienvenue à ma masterclass. J'espère que vous allez prendre plaisir à la suivre. Bonjour. Donc juste pour commencer, donc je m'appelle Sébastien Robert, je suis photographe depuis 22 ans, 20 ans d'indépendance maintenant cette année. Et je suis nikoniste depuis mes débuts. J'ai commencé sur Nikon et c'est une marque qui m'a suivi jusqu'à aujourd'hui dans mon activité professionnelle. Et puis il y a un retour aujourd'hui puisque je fais partie des équipes qui viennent présenter le matériel et qui viennent au devant du public pour parler un petit peu technique et matériel avec les gens. Donc aujourd'hui ici, on a la gamme Z à vous présenter et avec ce décor qui est plutôt dédié à la macro. Là, l'idée aujourd'hui, c'est de faire un petit peu de macro pour jouer avec ce matériel. La macro, c'est un truc que j'utilise régulièrement dans mon activité. Moi, je suis plutôt un photographe commercial. Donc, je vais plutôt faire de la photographie d'objets, de portraits. Donc, je fais la nature morte, notamment sur la joaillerie, sur des machines industrielles, sur des portraits de collaborateurs dans des sociétés. Je fais du culinaire aussi et je fais un peu d'architecture. Donc, c'est vraiment mes domaines de prédilection. Mais j'ai aussi touché à la photographie de plateau pour la télévision. J'ai été photographe officiel de Public Sénat pendant 2 ans et demi, 3 ans. Je travaille pour des agences, pour la télévision. Voilà, j'ai touché à différents domaines. Aujourd'hui, je suis spécialisé sur l'image commerciale en fait. Donc chacune de mes photos ont pour vocation de vendre un produit ou une personne, un service, etc. J'ai commencé sur du Nikon et 25 ans après, un peu plus de 25 ans après, je suis toujours sur du Nikon parce que d'avoir commencé en argentique, évidemment, moi j'ai appris à la papa sur des boîtiers argentiques et après sur des chambres grand format, mais avec l'évolution du matériel, le numérique, etc., je retrouve, que ce soit avec mon premier boîtier qui était un F90X ou celui que j'utilise aujourd'hui qui est un Z7 II, celui-ci c'est mon boîtier perso, je retrouve exactement la même ergonomie et les mêmes habitudes de travail. Je n'ai pas besoin de réfléchir sur comment fonctionne le boîtier. Les menus en numérique sont sensiblement les mêmes entre les premières moutures. J'ai commencé sur un D200, on est passé sur du D700, D800, D850, Z7 II. Et pour moi, je n'ai pas besoin de réfléchir 10 ans avant de retrouver une fonction ou une utilisation. Et ça fait partie, je trouve, des spécificités de Nikon que je trouve intéressantes, c'est que l'ergonomie reste sensiblement la même, les menus restent sensiblement les mêmes, évidemment ils évoluent au fur et à mesure des évolutions technologiques, donc il y a des choses en plus, mais c'est des boîtiers qui ont une ergonomie, qui sont conçus pour garder cette lignée-là. Alors évidemment, il y a des évolutions techniques intéressantes sur la gamme Z, notamment avec cette bague d'objectif on est passé de la bague la plus petite sur le système F à la bague la plus large avec la gamme Z. Et ça apporte un gain qualitatif, ça apporte plusieurs choses. D'abord un gain qualitatif dès la pleine ouverture. On a une homogénéité d'un bord à l'autre de l'image qui est parfaite. Je ne sais pas si vous étiez vous-même équipé Nikon ou si vous connaissez un petit peu la marque, mais voilà, aujourd'hui, on a vraiment un gain qualitatif dès la pleine ouverture sur cette homogénéité dans la qualité de l'image. Et puis le gain de poids. Le gain de poids qui, pour moi, j'approche les 50 ans. J'en ai un peu ras-le-bol de trimballer, enfin, on a un métier de mulet. Et ce gain de poids, pour moi, il change la donne sur le terrain. D'avoir juste cette poignée qui me permet de tenir le boîtier et de ne pas fatiguer comme ça. Pourtant, l'optique est volumineuse, mais pour autant, elle reste maniable et j'ai pas de crampes à la fin de la journée, j'ai pas de crampes si je l'ai autour du cou. Voilà, ça paraît rien, mais ce gain, je crois que le boîtier du Z7 II par rapport au D850, il y a 30% de poids en moins. Si je ne m'abuse. Et les optiques, c'est pareil. Le 105 qui est ici, macro,
par rapport à l'ancienne version. Je la trouve beaucoup plus légère. Donc aujourd'hui, on a cette composition florale avec ces quelques insectes dessus pour s'amuser en macro. Aussi pour vous présenter ces nouvelles optiques. Il y a deux nouvelles optiques qui viennent de sortir en macro. Il y a un 55 de 8 et le 105 de 8. Donc qui vont vous permettre des rapports de grossissement complètement différents. Tous les deux, c'est de la même pure macro, donc du rapport 1/1. Et qui vont vous permettre de faire des photographies à des distances différentes. Le 50 va vous obliger à vous rapprocher plus, et le 105 vous permettra d'avoir une distance un peu plus éloignée pour un rapport de grossissement qui sera identique. Donc ça, c'est intéressant parce que si vous utilisez la lumière du jour, ça permet de moins masquer la bestiole et de moins l'effrayer quand on est dessus. La bestiole ou la personne si on veut photographier quelqu'un de très très près. Si on photographie un œil, par exemple, voilà, ma prochaine série, ce sera des photos de rétine. Donc là l'idée, c'est de vous montrer déjà un petit peu la différence de grossissement qu'on peut avoir. Je vais essayer de refaire 2 fois le même cadrage avec les mêmes optiques, enfin avec 2 optiques différentes, pardon, le 50 et le 105, et pour vous montrer un petit peu la distance au sujet et voir ce que ça peut donner. Je vais commencer avec le 50, ce sera plus simple. Là, l'avantage aujourd'hui, c'est que nos insectes sont particulièrement sympas avec nous parce qu'ils ont décidé de ne pas trop bouger, d'autant plus qu'ils sont morts, mais bon, c'est... Alors, voilà, si on fait la mise au point, c'est mieux. On va essayer de faire un cadrage assez pleine balle dans la bestiole. Alors, c'est un truc qu'on ferait normalement plus avec un pied. On va se rapprocher complètement. Au maximum de la mise au point possible de l'objectif. Alors en macro, dès lors qu'on va zoomer énormément, enfin faire un gros focus, on va perdre beaucoup en lumière. Donc il va falloir varier l'exposition pour compenser le tirage en fait. Plus on va être proche du sujet et plus le tirage va être important et plus on va avoir une déperdition de lumière. Donc il va falloir compenser en changeant l'exposition. Donc voilà, là on a fait 2-3 vues. Là, je suis au maximum quasiment de ce que je peux obtenir en termes de grossissement sur le 50 mm. Voilà, vous avez vu la distance à laquelle j'étais du sujet, donc très très proche. Et je vais essayer de refaire la même chose avec le 105, histoire de vous montrer le 50 mm que je viens d'utiliser. Donc sa distance minimale de mise au point est de 16 cm. 16 cm, c'est par rapport au plan focal, au plan de capteur. Le 105, lui, aura une distance de 29 cm. Alors, on va essayer d'être pareil que sur celle-ci, aux pleines balles. J'ai l'impression que je vais rentrer dedans. Donc, la qualité de l'image aujourd'hui sur ces Z me permet de pouvoir monter en sensibilité ISO de manière suffisamment intéressante pour ne pas trop trembler à la prise de vue. Une vitesse d'obturation plus rapide pour capter cette même image. C'est pas beau dire. On tremble. Donc là, je suis au 500e. Voilà, au 500e.
Donc on voit que j'ai pas tout à fait le point là où je voulais, là je visais le clou. Et je vais repasser maintenant en mise au point autofocus, qui va me permettre de me poser un petit peu plus, et puis d'aller chercher... Pardon ? 30 cm ? Non, mais ce côté, on a toujours envie d'aller dedans, mais... Oui. Voilà, donc ça c'est une mise au point autofocus. On voit que bon, c'est sur un élément aussi petit, en bougeant c'est compliqué de maintenir le point, mais il m'a fait le point quasiment au même endroit que la précédente. T'as combien de pixels sur ton boîtier là ? J'en ai 45. 45 millions. Je pensais que t'avais fait 45 millions. Quand on a perdu un petit peu l'œil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un mode de mise au point un peu plus précis. J'ai la loupe aussi, mais c'est plus compliqué à utiliser à cette distance. Je vais prendre juste un point un petit peu plus précis. Donc là, j'étais en mode de mise au point automatique, et là, je vais repasser sur un point, un sélecteur beaucoup plus précis. Normalement, vous faites sur trépied, c'est ça ? Beaucoup plus pratique. Beaucoup plus pratique parce que là je suis tellement près que la moindre vibration, même la respiration ou les battements de mon cœur font que plus on est près et plus la précision devient vraiment maximale. Et cette simple oscillation du corps fait que j'ai perdu, je suis passé de là à là au niveau de la mise au point et j'ai un décalage qui est terrible. Donc en macro, en principe, ou si tu fais de la joaillerie ou des trucs comme ça, on ne fait jamais ou rarement à main levée, quoi. Il faut vraiment, ou alors il faut avoir un flash intégré pour vraiment figer le mouvement, mais c'est quand même beaucoup plus précis d'être sur pied. On a un piqué là-dessus, comme vous pouvez voir, si on regarde à 100% là, si on zoome à 100%, il y a un détail. Et je suis monté à 3200 ISO là, pour pouvoir vraiment travailler à main levée sans problème. J'ai suffisamment confiance dans la qualité du boîtier sur la restitution de la qualité d'image, même en montant dans les ISO. À 3200, c'est encore largement, on a encore énormément de marge. Ici, on voit le grain apparaître parce que aussi, il n'est pas encore traité, mais il le sera après. Mais vous voyez que l'image, elle reste carrément impressionnante. Vous chantez en RAW ou en JPEG là ? Personnellement, toujours en haut. Je fais même mes photos de vacances en haut. Ce qui faisait râler tout le monde de mon entourage parce que je mettais des plombes à traiter tout ça. Parce que le RAW, enfin mes photos de vacances passent toujours après les photos pro. Mais voilà, tout le monde me disait, mais pourquoi tu shootes pas tes photos en JPEG pour les donner ? Parce que j'arrive pas. J'aime bien passer derrière l'ordinateur et retraiter tout ça. Alors que ça marche très bien, hein, mais c'est mon plaisir, il est là, quoi. C'est ma chambre noire à moi, elle est là. Est-ce que les nouveaux appareils Nikon, maintenant en JPEG, il y a eu des grosses évolutions en JPEG, enfin, en termes de colorimétrie, tout ça? Moi, j'ai toujours été fan de la colorimétrie Nikon. Je trouve qu'il y a un travail extraordinaire qui est fait à ce sujet. Et encore une fois, moi je travaille le RAW, je pourrais travailler en JPEG direct, ça fonctionnerait à merveille, mais j'aime ce travail de retouche d'image, j'aime traiter le RAW. Le RAW offre malgré tout plus de possibilités de retouche que le JPEG, mais le JPEG est absolument merveilleux. Vos clients, de temps en temps, ils vous demandent d'avoir les fichiers rapidement Alors oui, ça c'est le cas effectivement lorsque j'ai des clients qui ont des besoins particuliers. Je vais shooter en RAW plus JPEG, et ça m'est arrivé aussi de pouvoir faire télécharger à mes clients l'application Nikon WMU par exemple,
qui va leur permettre, à partir d'une tablette ou de leur téléphone, d'accéder directement en se rapprochant de mon appareil de ce que j'ai shooté et de pouvoir faire leur marché en sélectionnant directement les photos qu'ils veulent récupérer alors que je continue à shooter. Donc c'est un gros avantage. Alors ils vont récupérer une image qui va être qui sera pas de la haute def, mais qui va leur permettre de pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux et d'avoir en temps réel accès à mon catalogue de shoot. Il ne se connecte pas à un ordinateur, il se connecte directement au boîtier. C'est du home Wi-Fi en fait, le SnapBridge. Exactement, c'est du home Wi-Fi. On peut dire ça comme ça. Et alors, je voulais savoir, qu'est-ce qui vous plaît en fait dans la colorimétrie Nikon? C'est la meilleure. J'aime. C'est ce côté naturel un peu. Il y a c'est une question de préférence peut-être, mais j'aime ces teintes Nikon, j'aime les teintes sur le portrait notamment. Les tons chers sont pour moi excellents et j'ai pas besoin de trop les retravailler pour retrouver quelque chose de naturel. Ils sont pas saturés à outrance, ils sont extrêmement flatteurs, je trouve, pour toutes les teintes de peau. Voilà, je trouve qu'il y a un savoir-faire chez Nikon à ce niveau-là, en termes de colorimétrie, qui me permet vraiment de pouvoir retrouver ce que j'aime dans ces teintes de peau. Au niveau des mises au point, on a vu qu'il y a d'autres boîtiers de d'autres marques qui font une mise au point sur les yeux et tout. Nikon, c'est ça aussi? Évidemment que. Alors là, on ne va pas faire sur la mise au point sur les yeux de ces insectes qui sont trop petits, mais sur un portrait, moi c'est une des raisons pour lesquelles je suis passé sur Z, entre autres, approchant la cinquantaine. Je suis porteur de lunettes en permanence et dans mon bon vieux D850, j'avais du mal à être totalement sûr de là où je faisais la mise au point, notamment parce que j'utilise une optique manuelle. Donc là, je suis passé sur l'autofocus, et en autofocus, avec la mise au point sur l'œil, pour le portrait, c'est quand même... je suis sûr à 100% que mes photos sont réussies, parce qu'il vient vraiment taper. Et au fur et à mesure des mises à jour firmware, la rapidité et la précision ne cessent d'augmenter. Vous avez des exemples un peu de photos que vous avez pu faire comme ça, de visage sur les yeux? De visage sur les yeux, ici, est-ce que je vais voir ça? Est-ce que je vais en avoir ici? C'est pas sûr. Voilà, vous avez un exemple du piqué Nikon et de la qualité. Alors là, on est sur l'écran, donc c'est difficile sur un écran de se rendre parfaitement compte de la qualité, mais on peut zoomer dedans et voir tous ces plis de peau. Il y a un détail incroyable sur cette image. Et là, tu travaillais en pleine ouverture? Et là, j'étais en pleine ouverture, je crois bien, ouais, je devais être à 2.8. À 2.8, sur un 85 à décentrement, qui est mon optique de prédilection. Il n'y a pas de décentrement là-dessus. J'ai vu qu'il y avait une compatibilité avec justement les personnes comme vous qui avaient des optiques de réflexe encore. Tout à fait. Il y a la possibilité justement de les monter sur mon LED? Oui. Vous avez une petite bague qui est ici. Elle est où? Elle est dans la... ici. Hop. Vous avez une petite bague qui vous permet de monter sur votre Z toutes les gammes d'optiques anciennes sans déperdition de qualité. En fait, cette bague, elle n'a pour intérêt que de vous rajouter le tirage qui manque par rapport aux anciens boîtiers. C'est-à-dire que là, on a ici un capteur qui va être vraiment à la limite de la bague, ce qui permet à ce que l'optique elle arrive quasiment tout contre le capteur. Et alors je suis pas un technicien, un opticien, toute cette partie-là est moins mon truc, mais c'est ce qui a priori permet d'obtenir toute la quintessence de cette gamme Z, la qualité de cette gamme Z. Et donc sur les anciennes optiques, pour les anciennes optiques, on monte cette bague
dessus qui permet de retrouver en fait la bonne distance au capteur qu'on avait sur l'ancien boîtier. C'est-à-dire que là, on retrouve exactement ce tirage entre la bague de monture et le capteur qui permet de récupérer et de retrouver exactement les mêmes caractéristiques que sur les anciens boîtiers. Ouais. Et au niveau de la résistance, si je peux bien partir en voyage et tout, il est robuste ou pas? Eh ben, il est robuste, il est extrêmement robuste. Vous avez là un boîtier qui est du même niveau que le D850 en termes de robustesse et de résistance aux intempéries. L'idée, c'est pas d'aller prendre sa douche avec. Il faudra faire attention à ce que les optiques soient tropicalisées aussi, puisque sinon l'entrée d'humidité se fera par les optiques. Donc sur les gammes Z, elles sont tropicalisées. Et tu as des exemples un petit peu de tes voyages, de ce que tu as pu faire, où tu as vu la robustesse du même? Ah ouais. Moi, j'ai bossé pour Metro notamment, pas le Métro, mais les grossistes, enfin les fournisseurs de matériel. Et j'ai shooté des produits de boucherie et poissonnerie en chambre froide. Donc là, c'est doudoune obligatoire parce qu'on est à moins je ne sais pas combien. Et le boîtier tenait hyper bien, quoi. J'ai eu aucun problème. L'écran, il n'a pas sauté? Non, j'ai rien. Par contre, les flashs, mes flashs, n'ont pas aimé. Notamment la clim qui nous tombait dessus était vraiment violente, mais le boîtier est impeccable, quoi. C'est absolument increvable, quoi. Moi, cette gamme Z, elle me permet de ne pas me casser le dos en déplacement, parce que à la fois les boîtiers et les optiques sont beaucoup plus légères que les anciennes gammes. Et moi, j'en ai ras-le-bol de me transporter. C'est un tel métier de mulet qu'on a entre les... Quand je pars en shooting clientèle, j'ai 80 kg de matériel. Dans la voiture, j'ai 80 kg de matériel. Donc, on oublie les scooters. Et le fait de pouvoir avoir des boîtiers qui sont plus légers, c'est un gain d'énergie considérable. Je l'ai déjà dit, on peut l'avoir autour du cou sans avoir à prendre un abonnement chez son ostéopathe. Voilà, c'est vraiment... un gain de poids génial et un gain de volume aussi important au niveau du boîtier. Il est quand même beaucoup plus petit. Et moi, c'est assez rare, mais il m'arrive de faire des mariages et je pars qu'avec un boîtier. J'ai une totale confiance dans ce boîtier, donc je n'ai pas deux boîtiers. J'emmène pas de flash et j'ai 3 optiques, un 20 si vraiment ils sont très nombreux et que j'ai besoin de faire un groupe, un 35 et un 85 pour faire du portrait. Je fais tout au 35. Et c'est absolument génial parce que les focales fixes de cette gamme S, donc les gammes Z de Nikon, pour moi, elles sont d'une légèreté et d'une construction tout métallique et absolument génial. Donc je pars en totale confiance. Il y a des photographes de mariage, s'ils m'entendaient dire ça, ils me diraient mais t'es complètement fou de partir avec un seul boîtier, mais je me pète plus le dos et j'ai tellement confiance dans le boîtier que voilà. Je disais que je faisais donc mes mariages avec 3 optiques, mais en reportage, j'ai tendance à partir avec un 24-120 de l'ancienne génération. Et là arrive chez Nikon le nouveau 24-120 de cette gamme Z que j'attends avec impatience. Le 24-120, c'est moi ma focale préférée en reportage. Je n'ai pas besoin d'avoir une ouverture de 2.8, donc je n'ai pas besoin du 24-70 2.8 parce que j'ai une telle montée en sensibilité que j'ai pas besoin de perdre j'ai pas besoin de gagner ce diaph supplémentaire. Et cette plage focale de 70 à 120, elle est pour moi absolument incontournable. Et elle me remplace, en fait, ce 24-120, cette optique me remplace un 24-110 et un 70-200 en utilisation. Je n'ai pas besoin de bouger mon optique. Voilà, c'est ma manière à moi de travailler. D'autres vous diraient d'autres choses. Mais donc il y a c'est une optique que vous allez vous en servir en vidéo aussi, le 24-120 ? Moi, je démarre en vidéo. Je suis un photographe un petit peu à l'ancienne, donc j'ai des habitudes plus photographiques que vidéo. Mais néanmoins, j'ai de plus en plus dans le corporate de clients qui me demandent de leur fournir un service vidéo, donc je suis en train de m'y mettre. Je ne suis pas sûr que j'utiliserai cette optique, elle fonctionnera parfaitement en vidéo, mais je pense que je serai personnellement plus à l'aise avec des focales fixes
pour travailler en vidéo. C'est un des arguments qui fait que je suis passé sur le Z, c'est que ces boîtiers m'offrent cette possibilité de pouvoir shooter photo ou vidéo tout en étant absolument sûr de mon point. Il y a cette possibilité d'avoir un suivi de mise au point aussi performant en vidéo qu'en photo. Et encore une fois, aujourd'hui, à mon âge, avec cet appareil sur le bout du nez, j'ai besoin de faire confiance à ce niveau-là sur mon boîtier. J'ai besoin de faire confiance à mon boîtier. Et avec cette gamme Z, j'ai cette capacité à pouvoir gérer le point en automatique, ce que je n'arrivais pas à faire avec mon D850 que j'adorais tant. Donc je retrouve le même plaisir en photo et j'ai des capacités en vidéo que je n'avais pas autrefois. Donc il y a vraiment, et avec une qualité similaire. On est vraiment sur une qualité photo et vidéo qui sont... En fait, ce que vous nous dites, c'est que les optiques de la gamme Z sont complètement polyvalentes entre la photo et la vidéo, quoi. Il me semble que c'est le but de ce boîtier-là, c'est d'offrir justement à ses utilisateurs cette capacité à pouvoir switcher de l'un à l'autre sans avoir besoin de refaire son parc optique intégralement. On est sur une conception maintenant qui va dans ce sens-là. Les boîtiers sont hybrides pour ça. On y vient, je pense que c'est la mode pour les voitures, mais c'est la mode pour les boîtiers. On a besoin d'avoir cette polyvalence et je pense que les clients demandent ça. Au niveau du fait qu'il soit devenu hybride, est-ce que vous avez gagné, parce que je pense par exemple aux photographes plateau qui ont besoin d'être toujours dans le silence, parce qu'il va y avoir les capteurs son, etc. Ouais. Pendant des années, moi je travaillais donc, avec des réflexes. Sur les plateaux, on était la bête noire des ingé-sons. Aujourd'hui, tu peux faire n'importe quel tournage où tu peux même être derrière un prêtre dans une église sans qu'ils t'entendent. Tu passes en shutter électronique et tu as zéro bruit. Donc le boîtier est totalement silencieux, l'autofocus ne fait aucun bruit. Donc il n'y a pas les effets de moteur qu'on pouvait entendre autrefois. C'est que de l'autofocus électronique. Donc tout ça fait zéro bruit. Au niveau du capteur shutter silencieux, est-ce que vous n'avez pas des soucis de bending? Vous avez un capteur suffisamment rapide pour effacer ce bending? Ça a été complètement retravaillé. Alors, je ne crois pas qu'il reste de bending en fonction des éclairages extérieurs. Il me semble que ça a été entièrement retravaillé et qu'on n'a plus ce souci-là aujourd'hui. Sur la prise de vue, pas tellement de matériel, mais sur... Parce que je vois quand on monte par exemple à 1002, est-ce qu'il y a un rapport ISO, ouverture, vitesse, optimum, si je puis dire, en macro, quand on est en lumière du jour extérieure normale? C'est-à-dire à la fois la volonté de ne pas monter trop en ISO parce qu'on va perdre en qualité. Plus vous allez ouvrir votre objectif, plus vous allez avoir une profondeur de champ qui va être restreinte. Plus vous allez vous rapprocher de votre sujet, plus vous allez avoir une profondeur de champ qui va être restreinte. Donc après, je dirais que ça dépend vraiment de ce que vous voulez restituer comme image. S'il n'y a qu'une partie de la bestiole là, qui vous intéresse, vous pouvez ouvrir à fond. Si vous voulez la voir en intégralité, il va falloir que vous diaphragmiez un petit peu. Le reste, après, la sensibilité et la vitesse. Alors la vitesse, évidemment, elle va impacter, ça dépend si vous êtes sur pied ou à main levée, mais à main levée, évidemment, plus vous allez descendre bas, plus vous allez avoir de risques de flou. Et encore une fois, la sensibilité ISO sur ces boîtiers, elle vous permet de pouvoir monter tellement haut que voilà, vous compensez avec la sensibilité ISO et la vitesse pour obtenir le diaph qu'il vous faut, quoi. Il n'y a pas de recette miracle, ça dépend vraiment de ce que vous voulez obtenir au final. Mais si vous voulez... Vous allez perdre un petit peu, mais alors si vous travaillez en RAW, vous allez pouvoir récupérer et retravailler le bruit. En JPEG, c'est moins évident, même si le traitement interne au boîtier reste très bon, vous avez forcément un petit peu plus de montée du bruit. Lorsque vous montez dans des très hauts ISO, à mon avis jusqu'à 6400, vous voyez que dalle, hein, ça fait la blague. Après, si vous vraiment voulez pousser beaucoup plus, là sur du Z6 par exemple, on va monter à des ISO, on monte jusqu'à 102 000 ISO. Bon, là, vous avez une montée de bruit qui commence à paraître, mais il faut en jouer. Quand on monte sur ces ISO-là, c'est que vous n'avez pas d'autre choix. Donc vous jouez avec ça, vous basculez en noir et blanc, ça paraît comme du grain. Voilà. Mais une fois retraité, bon, ça reste propre.
vous restez sur des ISO entre 12 000 et 25 000, ça reste exploitable. Moi, je livre, en traitant les RAW, je livre des fichiers photos à mes clients jusqu'à entre 12 000 et 25 000 sans problème, hein, sans me dire ils vont me taper sur les doigts. Ça dépend de la luminosité, ça dépend, voilà, en intérieur. Moi, j'ai appris, je suis un photographe de studio, donc j'aime travailler au flash, j'aime recréer ma lumière, donc c'est ce que je vais aimer. En macro, moi, je vais plutôt faire de la bijouterie, en fait. Donc là, c'est du flash obligatoire, parce que j'ai besoin de retravailler les brillances, le diamant, les chromes. Donc je vais jouer avec des réflecteurs, des boîtes à lumière plus ou moins grosses pour vous donner des... Alors, est-ce que je vais avoir un exemple ici de bijouterie? Je ne suis pas sûr. Là, par exemple, bon, ce n'est pas de la bijouterie, mais c'est de la lunette. Donc voilà, moi je travaille plutôt... je suis un photographe de studio, donc j'aime travailler au flash. En extérieur, je vais travailler en lumière du jour, mais il y a des systèmes chez Nikon, il y a un excellent système flash que tu peux visser sur ton objectif. Tu as un module qui va te gérer la lumière et tu peux lui rajouter des petits modules de flash jusqu'à te recréer un ring flash en fait. Donc tu peux en avoir un et jusqu'à je ne sais pas combien, ce qui te permet de pouvoir modeler ta lumière comme tu veux et qu'elle vienne un peu dans la direction que vous voulez. Je ne sais pas si vous faites un peu de macro, mais ça vous permet de pouvoir rediriger et de récompenser par exemple la lumière du jour par ce petit coup de flash. Et petite question, je vous ai écouté dans votre travail tout à l'heure, et j'ai un ami qui fait aussi des objets, il m'a parlé de décalage de mise au point. Est-ce que les boîtiers Nikon sont capables de faire des décalages de mise au point pour faire de la bijouterie ou... On fait effectivement, pour revenir sur la macro, lorsque on a, alors bon là on est sur de la bestiole, celle-ci elle est figée donc ça va, mais on peut faire du focus stacking, c'est-à-dire c'est une série de photos avec un décalage de mise au point, de la mise au point la plus proche à la mise au point la plus longue, donc on va faire par exemple du bout de son antenne jusqu'au bout de son abdomen. Et après, il y a un système interne qui va permettre d'assembler toutes ces images pour avoir une mise au point optimale d'un bout à l'autre de l'image. Donc il suffit de régler le nombre de prises de vue qu'on veut en fonction de la qualité de mise au point qui est nécessaire. Et ça vient après compiler ces photos pour transformer donc une série d'images en une seule avec une mise au point qui sera optimale. Mais ça se fait pas sur le boîtier, ça se fait sur un logiciel après? Ça se fait les deux. Il y a sur le boîtier permet de le faire, et puis vous avez la possibilité par les logiciels Nikon de pouvoir le monter. Moi, au-delà de la macro, où on a des objectifs qui sont absolument fabuleux pour ça. Moi, je trouve qu'on a... Enfin, je vais prêcher pour ma paroisse puisque je travaille avec la marque avec les boîtiers, mais j'ai ici avec ces outils une capacité de travail où d'abord je prends mon pied à chaque fois que je l'utilise, et ça c'est quand même, moi j'ai choisi ce métier pour ça, parce que c'est un métier passion, et je prends mon pied systématiquement. Je n'ai de cesse, lorsque je rentre d'un shooting, d'être étonné de la qualité des images que j'obtiens et de la qualité que j'obtiens au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que je vois l'évolution de la qualité des boîtiers, et aujourd'hui, il y a ne serait-ce que cette latitude d'exposition, je crois qu'on est autour de 11 diaphes entre les hautes lumières et les basses lumières. Même quand, à la prise de vue, je me dis, là je suis un peu culotté quand même. Quand j'arrive sur mon ordinateur, que je balance les photos et que je viens retravailler tout ça, j'ai des informations autant dans les hautes lumières que dans les basses lumières. Et c'est vraiment extrêmement rare que je n'arrive pas à me dépatouiller de tout ça. Donc j'ai là un outil qui me permet d'aller shooter, mais en toute confiance. Jamais j'ai été pris à défaut avec ce matériel. Ça arrivera peut-être un jour, mais j'en sais rien. Mais je travaille vraiment, je pars avec la confiance, et je travaille avec le plaisir. Et puis surtout, j'ai pas de clients qui viennent me taper sur les doigts.
Et au final, voilà, entre le plaisir que j'ai à travailler et le plaisir à continuer à travailler avec mes clients, parce que j'ai que des clients récurrents, c'est que l'association elle doit être bonne. Voilà. Donc pour rien au monde, je passerai je reviendrai déjà pour rien au monde, je reviendrai au réflexe, parce que cette capacité à pouvoir voir son image dans le viseur en hybride, pour moi, c'est devenu indispensable. De voir si j'ai envie qu'elle soit plus dense, qu'elle soit. Enfin, j'ai ce rendu directement dans le viseur, pouvoir changer ma colorimétrie à l'œil, la possibilité de les paramétrer entièrement. C'est-à-dire que là aujourd'hui, le boîtier que j'ai ici, qui est mon boîtier perso, il a été entièrement, je l'ai entièrement paramétré pour mon utilisation à moi. Je vais le passer à quelqu'un d'autre, il ne va pas trouver comment faire la mise au point parce que j'ai une manière de faire ma mise au point qui est particulière. Et chaque touche a été assignée à une fonction qui va m'être propre, ce qui me permet de ne pas avoir besoin de réfléchir, de pouvoir travailler à la volée, de garder l'œil au viseur et de changer mes paramètres sans avoir besoin de regarder mon dos. Je regarde quasiment jamais mon dos, ce qui me permet d'avoir un gain en batterie considérable et puis une efficacité dans le travail qui est pour moi primordiale. Grosso modo, aujourd'hui, c'est les boîtiers donc, qui sont entièrement personnalisables et qui ont la capacité d'évoluer dans le temps grâce à des mises à jour firmware. Donc effectivement, on nous avait pointé du doigt sur l'autofocus qui était moins performant sur l'œil quand la première mouture est sortie. Et aujourd'hui, le défaut a été corrigé sur la première mouture, elle n'existe plus sur la deuxième. On a une mise au point sur l'œil qui est instantanée, qui est pour moi d'une précision, enfin je ne vois pas je vois pas ce que ça pourrait m'apporter. Et je suis sur, en fait, moi, tout ce qui est technique, c'est important parce que ce boîtier est technique, mais il me permet de l'oublier cette technique et de pouvoir passer sur ce qui est le plus important, c'est la création des images, quoi. Donc, il m'offre une sécurité de travail, il m'offre une liberté et une aisance qui me permet de pouvoir être performant et de m'amuser dans mon travail. Donc, je suis effectivement libéré de cette technique et je peux me consacrer à l'essentiel, les images. J'espère que cette présentation, cette masterclass vous a plu. Je vous invite maintenant à venir un peu vous amuser autour de cette composition et venir tester un peu le matériel et la photographie macro. Et je suis là pour vous apporter conseils et mon expertise. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur toute cette gamme Nikon et sur mon travail. Vous pouvez retrouver mon travail sur mon site internet www.seb-robert.com. Et si vous voulez tester toute cette gamme Nikon, le magasin Cirque Photo Vidéo vous reçoit ici à Paris. Merci, à bientôt.